présente Fabienne Maillefer, fondatrice d'École de la conscience. Fabienne a fondé la première école professionnelle d'interprète d'animaux. Elle est connue par la qualité de sa formation continue pour les adultes grâce au label international d'Ediqua. Psychopédagogique et donc très scientifique, Fabienne s'emploie depuis toujours à réunir la science et l'invisible comme le corps et l'esprit. Quelle belle approche, ça correspond exactement à la charte de mon académie L'éthique. Et je suis vraiment très, très heureuse de vous avoir accueilli pour ce sommet. Bonjour Fabien, comment allez-vous? Je vais bien, merci Elena, merci de m'avoir invitée à ce congrès magnifique que vous avez initié. En tout cas, bravo, parce que c'est vraiment un grand effort et j'en suis consciente. Oui, c'est vrai. Mais bon, dites-moi déjà, parlez-moi un petit peu de votre parcours. Comment vous êtes arrivé à faire l'interprétation d'animaux? C'est vrai que sur le monde francophone, vous êtes les premières. Donc, quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé là? Alors, je suis devenue interpréteur aux États-Unis en anglais, un petit peu par hasard, dans le sens où depuis ma plus tendre enfance, je parlais avec les animaux. Mes parents ont des tas d'anecdotes à ce sujet. Ça a fait d'ailleurs l'objet d'un de mes livres. Et c'est vrai que j'avais l'habitude de parler aux animaux et moi je racontais ce qu'ils me racontaient. Tout d'abord les animaux sauvages et puis ensuite les animaux domestiques. On a eu des lapins, chats et puis chevaux. Et c'est vrai que quand, au début des années 2000, à l'occasion d'un cours d'acupressure pour chevaux, je découvre par l'intermédiaire de l'enseignante que j'étais douée de capacité à communiquer avec les animaux. Pour moi, c'était pas quelque chose d'étonnant ou d'extraordinaire, puisque l'ami d'ailleurs qui m'accompagnait à ce cours a pu témoigner que de tout temps, je racontais déjà des tas de choses que les animaux disaient. Donc, j'ai simplement découvert au début des années 2000 que la communication animale intuitive était quelque chose qui existait, que d'autres personnes dans le monde avaient ces facultés ou en tout cas les avaient développées. Donc à partir de là, ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre comment ça marchait, comment ça fonctionnait, qui le faisait déjà, par quel biais. Et j'ai découvert qu'il y avait des communicateurs innés, c'est-à-dire des gens qui, comme moi, depuis toujours, avaient développé, ou plutôt avaient maintenu cette compétence, et puis d'autres personnes plus étudiantes, au fait, hein, qui avaient étudié la possibilité d'apprendre à communiquer intuitivement avec le monde animal. Voilà pour faire un peu court, mais en aucun cas je ne me destinais à ça, puisque mon envie première, et j'avais fait des études dans ce sens-là à l'université, c'était de devenir profiler, puisque cette faculté que j'ai de comprendre ou d'entendre des choses qui se passent de manière invisible, eh ben, j'avais envie de le mettre au service du droit et de la justice. Donc, j'avais entrepris différentes études universitaires et donc commencé aussi des études en criminologie dans cet objectif-là. Donc, ce n'est pas un choix de vie, simplement les choses se sont mises en place à très grande vitesse et il s'est avéré que mon domaine de virtuosité semblait être la communication animale puisque tous mes efforts pour pouvoir devenir profiler ont échoué. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, déjà, communiquer avec les animaux, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Ça s'apprend ou c'est un don inné et c'est réservé à une élite? Alors, je parlais tout à l'heure des personnes qui étaient vraiment des communicateurs animaliers intuitifs, innés. C'est des personnes qui effectivement ont conservé depuis le début de leur vie, souvent parce qu'ils se sont retrouvés dans un milieu où on a entretenu ça, c'est-à-dire que leurs parents ne leur ont pas dit « mais non, les animaux ça ne parle pas, les plantes non plus, il n'y a pas d'esprit de la nature dans la forêt ». Donc ces gens-là, ils ont plutôt
couper cette capacité. Les personnes qui, comme moi, ont bénéficié d'un environnement familial où on leur a dit tu as une imagination très fertile, ma chérie, raconte-nous toutes tes histoires, en voyant ça plutôt comme une capacité créative. En fait, nous avons, ces personnes-là, de la facilité ou plus de facilité à apprendre à communiquer intuitivement avec les animaux. Pour les autres personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de fonctionnement, parce que ça nécessite d'autres compétences du cerveau et de mobiliser d'autres choses que celles dont on a l'habitude avec l'intelligence, eh ben, ces personnes-là peuvent effectivement apprendre à communiquer intuitivement avec les animaux, mais aussi avec le monde minéral, végétal et les esprits de la nature. On verra peut-être ça plus loin tout à l'heure. Donc, du coup, comment on peut dialoguer avec un animal? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils disent, les animaux? Alors, les animaux, en fait, je vais distinguer peut-être les animaux domestiques des animaux sauvages. Les animaux domestiques, donc ceux qui vivent à nos côtés, dans notre quotidien, chiens, chats, chevaux, mais aussi rats, furets et autres animaux, perroquets, poissons rouges, ont souvent envie de communiquer. Et parfois, c'est très utile de pouvoir communiquer avec les animaux pour améliorer leur bien-être et renforcer la relation homme-animal. Il arrive très souvent que nous ayons des difficultés, nous, propriétaires d'animaux, avec notre animal parce qu'on ne se comprend pas bien. Alors, il y a des éducateurs, il y a des comportementalistes, mais il y a aussi des interprètes animaliers qui peuvent permettre de proposer le point de vue et d'interpréter le point de vue que l'animal leur confie. Les animaux sauvages, eux, n'ont pas un désir spontané de communiquer avec l'être humain, contrairement aux animaux domestiques, parce qu'ils sont plutôt bien loin de nous qu'à nos côtés. Par contre, il peut tout à fait, et ça c'est vraiment la relation que j'ai développée depuis enfant et que je continue à maintenir en passant beaucoup d'heures dans la forêt et voilà, en passant du temps avec les animaux sauvages. Alors les animaux sauvages peuvent nous faire profiter aussi de leurs connaissances, de leurs compétences. Ils ont des messages plutôt d'ordre philosophique sur la vie, mais que ce soit les animaux domestiques ou les animaux sauvages, aucun d'entre eux n'a comment dire ça, d'a priori négatif sur la gente humaine, ni de jugement. Ils ont parfois des conseils à nous donner qu'on ferait bien écouter. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça saute absolument pas. Comment en fait, ils réfléchissent? C'est une pensée abstraite. J'imagine que le passé n'est pas logique. C'est plus abstraite leur pensée, les animaux. Alors en fait, les animaux, je vais reparler des animaux domestiques pour les différencier des animaux sauvages. Les animaux domestiques, ils réfléchissent comme nous, c'est-à-dire que par rapport aux besoins fondamentaux que nous avons dont nous avons tous besoin, si je me réfère à la pyramide de Maslow, que je pense plusieurs auditeurs ont en tête, les animaux, quand ils sont à nos côtés, ils ont souvent des préoccupations très basiques, mais qui sont très fondamentales, de besoins par rapport à boire, manger, dormir, être en sécurité, respirer, donc de besoins de contenants. C'est-à-dire, ils vont souvent s'exprimer sur des choses qui ne sont pas adaptées dans leur environnement. Et une grande partie, j'ai envie de dire, des problématiques comportementales que je rencontre depuis maintenant plus de 16 ans auprès des animaux domestiques, elle est liée à l'environnement dans lequel l'animal se trouve, qui est souvent pas adapté à ses besoins. Ça a l'air souvent ça a l'air étonnant de dire ça au XXIe siècle, mais nombreux sont encore nos animaux, les animaux de notre quotidien, qui ne sont pas détenus dans des conditions idéales pour eux et qui vont développer une certaine forme de névrose, on va dire, ou de problématiques physiques par rapport à cette détention qui n'est pas correcte. Les animaux sauvages, eux, ont plutôt une pensée plus abstraite au sens où plus philosophique, comme je disais tout à l'heure, et ont peu de considération quant à
la possibilité que nous aurions, nous, d'améliorer leur quotidien dans leurs besoins fondamentaux. C'est-à-dire les animaux domestiques sont autosuffisants, ou en tout cas essayent de l'être dans leurs besoins fondamentaux, et ils souffrent des dégâts que nous causons à l'environnement et de l'absence de conscience écologique que la plupart d'entre nous avons, de la nécessité de préserver leur territoire. Les animaux domestiques, ils souffrent de la domesticité et notamment, moi qui suis psychopédagogue et qui m'occupe de problèmes psychologiques, j'ai une consultation, et ben en fait, je retrouve des pathologies chez l'animal domestique proches ou comparables aux pathologies, notamment de ce qu'on appelle des névroses, donc liées à des stress, que l'on retrouve chez l'humain. C'est Donc vrai, voilà, par rapport souvent, les animaux peuvent partager les vrosses de son propriétaire aussi. Hein. c'est ça. Oui, complètement. Et parfois, l'animal est miroir. Alors, il ne l'est pas systématiquement, parce que sinon, ça veut dire qu'on réduirait l'animal à un être qui n'est que le fac-similé ou la copie de son propriétaire et qui n'aurait pas de vie propre ni de libre arbitre, alors que l'animal en a un. Mais c'est certain qu'effectivement, les animaux sont parfois en reflet des difficultés qu'ils vivent dans leur environnement et de leur maître, en fait. C'est vrai, parfois le chien ressemble physiquement à son propriétaire. Ça arrive souvent, hein. Pas tout le temps, mais parfois ça arrive, c'est vrai. Bon, Ouais. si je vous montre ma chienne, elle ne me ressemble pas. Mais... Oui, mon chat ne me ressemble pas trop non plus, mais bon. Elle est là. D'accord. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des principes de similitude. Parfois. Mais là, je parlais plutôt sur les aspects, intéressant. je parlais des aspects plutôt, c'est ça, pathologiques. Comportemental. Ouais. Consiste la communication intuitive animale? Alors, la communication animale intuitive, c'est la capacité qu'ont tous les animaux, hein, peu importe leur espèce, qu'ils soient petits ou grands, domestiques ou sauvages, de transmettre à l'humain à travers des canaux sensoriels, c'est-à-dire les perceptions sensorielles que nous possédons toutes et toutes au niveau de notre corps, des informations qu'ils souhaitent nous transmettre. Je m'explique. Lorsque un animal intuitivement nous donne de l'information, il va nous le donner à travers notre corps, nos canaux sensoriels, ce que nous appelons aujourd'hui l'intuition, mais qu'on appelait autrefois de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience ou de la clairinformation ou de la télépathie. En fait, tout ça aujourd'hui est appelé de l'intuition puisque les scientifiques s'intéressent depuis quelques années de manière assez pointue à cette capacité que notre cerveau a de pouvoir connecter en fait avec un autre être vivant, quel qu'il soit, et recevoir de l'information sans que des mots soient échangés là-dessus. Et là, on n'est pas sur une compétence intellectuelle du cerveau, mais sur une compétence sensorielle du corps, et plutôt sur la partie, on va dire, émotionnelle. Cette partie que nous... et de mettre en mots des choses, des perceptions que nous avons à travers notre corps. Peut-être un exemple pour Elena, pour me faire comprendre un petit peu ce que je veux dire. Nous sommes toutes et tous un jour allés dans, par exemple, une soirée où l'on connaissait ou pas des gens et où tout d'un coup, nous étions avec une sensation de « Ah, je ne me sens pas bien dans cet endroit ». Les gens n'ont pas l'air sympas alors qu'on ne les avait pas encore rencontrés, ou au contraire, dans un endroit en se disant « Waouh, c'est chouette ». On a aussi tous visité, puisque on bouge beaucoup et on déménage souvent, on a souvent eu l'occasion de visiter un appartement ou un autre, et parfois, sur des considérations qui peuvent sembler complètement aberrantes pour quelqu'un, on a pu dire « Non, moi, dans cet appartement, je ne me sens pas bien, je n'ai pas envie d'y rester alors qu'il est magnifique, lumineux, pas cher et qui correspond à tous les critères qu'on avait. » C'est en fait ces capacités que nous avons peu développées sous nos latitudes en tant qu'humains à percevoir des choses qui sont de l'ordre de la perception sensorielle et de l'invisible, mais qui sont là, présentes. C'est de l'information en fait qui est présente. Sauf qu'elle n'est pas plus visible que le courant électrique qui circule entre deux ampoules d'ailleurs. Oui, merci beaucoup Fabienne. Les questions qui, bien sûr, j'imagine, on vous pose souvent et on me pose aussi souvent, comment savoir que ce n'est pas dans ma tête?
C'est-à-dire que C'est ça. je m'interprète bien ou je ne me raconte pas les histoires. Donc, comment savoir que les messages qu'ils ont reçus proviennent d'animaux et pas d'imagination? Oui. Alors, ça a été vraiment ma préoccupation première depuis le jour où je suis entrée dans ce monde de la communication animale, il y a bientôt 20 ans. J'ai suivi pas mal de formations avec différents formateurs. Et ce qui m'interpellait beaucoup, c'était ça. C'était de dire, mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de raconter n'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer, inventer, voire des connaissances que je pourrais avoir? Et en réalité, ben oui, c'est possible. Et il y a beaucoup de communicateurs sur la toile aujourd'hui, sur Internet, qui sont en fait des communicateurs déductifs. C'est-à-dire qu'à partir des informations qu'ils ont été récupérées chez vous, des 2-3 choses que vous leur avez dites, ils vont déduire des choses. Là, pour moi, on est plus dans l'ordre du comportementalisme, c'est-à-dire de l'observation du comportement animal ou de ce que son propriétaire en dit, que vraiment de l'intuition pure. L'intuition pure, ça veut dire je peux recevoir de l'information et décrire un animal sans même avoir sa photo et sans même connaître son nom et en ayant juste, par exemple, vous en face comme interlocuteur et dire, ben voilà, moi je vais vous dire votre chat, parce que vous m'autorisez à parler avec votre chat, il est comme ci, comme ça, il fait ci ou il fait ça. Et une des choses importantes qui est vraiment le pilier de la méthode que j'ai créée, c'est ce que j'appelle les éléments de validation. Ça veut dire qu'avant toute entrée en matière relative à une question que poserait un propriétaire ou un maître d'animal par rapport à, je prends une problématique de chat qui est courante, qui est est-ce que vous pouvez demander à mon chat pour quelle raison il fait pipi à côté de sa caisse? Eh bien, avant même de répondre à cette question, je vais d'abord donner ce que j'appelle les éléments de validation, c'est-à-dire des éléments de l'environnement, en décrivant où habite le chat, avec qui il vit, avec qui il partage son quotidien, quelles sont les relations qu'il peut avoir avec d'autres, etc., etc. C'est-à-dire des choses très concrètes que seule la personne propriétaire de l'animal connaît et qui vont au-delà des, disons, des choses un peu génériques qui appartiennent à tous les animaux, comme par exemple, votre chat, il aime bien ronronner, ou bien votre cheval aime bien les carottes. Voilà, on va aller dans des choses très spécifiques. Et c'est ça qui, pour moi, fait la force aussi d'une méthode de communication intuitive, c'est vraiment de s'assurer avant, et mes élèves sont très drillés là-dessus, que je suis bien avec le bon animal et que je ne suis pas juste en train de sculpter les nuages, comme j'aime à dire, hein, ou d'imaginer des choses. Qui la communication se passe plus facilement, par exemple, avec les mammifères. J'imagine que c'est plus facile, mais par exemple, s'il s'agit de vers de terre ou de moustiques, hein, est-ce que c'est autant facile de communiquer avec les moustiques qu'avec un chat ou c'est un petit peu difficile? Ou c'est pas possible? Alors, en fait, on peut parler avec tous les animaux. Simplement, certains animaux ont un intérêt à parler avec les humains, d'autres pas. Je disais tout à l'heure, les animaux domestiques, eux, ça les intéresse qu'on leur demande comment ça va dans le quotidien pour qu'effectivement, ils puissent exprimer leurs besoins et les choses qui leur manquent. Maintenant, pour moi, c'est aussi intéressant de parler avec un ver de terre, une araignée ou une fourmi que de parler avec un éléphant. Ce n'est pas une question de mammifères ou d'insectes ou d'espèces, en fait. Pour moi, les animaux sauvages sont des animaux qui ont plein de choses à dire, et notamment par rapport aux besoins de leur espèce, ou à l'intérêt qu'ils ont, ou qu'est-ce qu'ils font sur Terre, parce que c'est souvent la question que je leur pose. Et c'est une question que certains d'entre eux ne se posent pas. Ils sont simplement là. Et puis, pour les animaux domestiques, je dirais que c'est un petit peu comme pour les humains. Il y a des animaux domestiques avec lesquels, et ce n'est pas lié à l'espèce, hein, c'est vraiment lié à l'animal lui-même, il y a des animaux domestiques avec lesquels le courant passe bien et c'est très très facile et c'est fluide et ils sont très bavards. Et il y a d'autres animaux plus timides. Mais ça, indépendamment de leur espèce, c'est vraiment une histoire de personnalité. Quelque chose que je ne retrouve pas du tout avec le monde sauvage. Comme si avec le monde sauvage, la notion de personnalité était moins importante, mais la notion d'unité, elle était beaucoup plus, alors que les animaux domestiques, de par leur présence à nos côtés, se personnifient, hein, deviennent des êtres uniques. Donc, ils ont une
personnalité qui est propre. Voilà. D'accord. La communication animale fonctionne toujours tout le temps ou parfois il y a quelque chose qui peut vous empêcher que ça fonctionne bien? Qu'est-ce qui ça peut Alors, il empêcher faut regarder, Mhm. oui, il faut regarder des deux côtés. C'est-à-dire du côté du communicateur, ce qui peut empêcher à l'interprète animalier de bien communiquer sont des choses qui sont liées à lui. Son humeur, son état de santé, sa disponibilité psychique, son stress, la fatigue, voilà, toutes des considérations en fait qu'il faut avoir et qu'on apprend à pour pouvoir communiquer, il faut être pleinement centré par d'autres choses. Mais ça, je dirais que c'est la qualité première de toute animal, puis de parler. Soit parce qu'effectivement, il est dans les mêmes conditions que nous, c'est-à-dire malade ou pas trop bien, soit parce qu'il est en train de dormir, soit parce qu'il est en train de pause, ou franchement, il n'a pas trop envie de causer à ce moment-là. Et généralement, l'animal, il nous le dit. Je vous raconte peut-être une petite anecdote. Il y a Allez-y. quelques années, oui, lors d'un de mes stages, une élève se met à parler avec un cheval qui appartenait donc à une personne présente dans le stage. Et une fois la communication terminée, elle me dit, Fabienne, j'ai eu un problème. À un moment donné, le cheval est parti et il m'a dit, je suis attendue. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, j'ai souri et j'ai dit à la propriétaire de l'animal, qui n'était pas celle qui avait conversé avec, je lui dis, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que fait ton animal à cette heure-ci? Et elle regarde sa montre et elle dit, ah oui, au fait, il est à un concours hippique et ça doit être le moment où il part faire son parcours. Et le cheval était préoccupé par ce qu'il allait faire comme exercice, où il fallait certaine concentration, et donc avait dit au revoir à son interlocutrice qui, elle, n'avait rien compris du tout, pourquoi l'animal avait bien voulu parler un moment et puis tout d'un coup avait disparu. Donc voilà, il y a des situations comme ça où pour l'animal, ce n'est pas favorable. Mais en règle générale, si on le lui demande, il nous le dit. Il nous dit pourquoi. Merci beaucoup, Fabien. C'est très intéressant. Du coup, est-ce qu'il y a des dangers pour la communication avec des animaux? Est-ce qu'on peut forcer l'animal à faire quelque chose ou euh, on peut apprendre peut-être des éléments de la vie à travers des communications animales? Est-ce qu'il y a un danger quelconque lié avec la communication animale? Alors, la dangerosité de la communication avec les animaux, c'est d'abord, je parle là des animaux domestiques, c'est de ne pas avoir l'autorisation du propriétaire de lui parler. Et ça, c'est une question d'éthique. Parce qu'un animal qui vous ouvre son cœur et qui vous confie des choses, il espère bien sûr que cela soit rapporté à son propriétaire. Or, si on se met à parler, par exemple sur Facebook, comme on le voit beaucoup, hein, des images qui circulent sur la toile, ou bien au premier chat ou chien dans la rue, en lui demandant comment il va, et que l'animal venait à nous confier des choses qu'il aimerait voir changer dans sa vie, comment pouvoir répondre à sa confiance alors qu'on n'a pas l'autorisation de son propriétaire? Donc le danger premier, c'est un manque d'éthique et un manque de compréhension de ce qu'est la communication animale. Il faut imaginer que la communication animale, pour un animal, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme si vous étiez dans un pays qui ne parle pas la même langue que vous et que tout d'un coup, vous aviez quelqu'un qui était là pour traduire dans votre langue des choses que vous aimeriez dire aux gens qui vous accueillent. Ben, c'est exactement ça. Donc, pour moi, il en va d'un point de vue éthique que la communication animale intuitive, elle doit respecter plusieurs critères. La première chose, c'est qu'il faut vraiment l'autorisation du propriétaire pour le faire. Et il n'est pas question de faire des communications sauvages tout azimut, parce que sinon, on n'aura pas la possibilité de retransmettre l'information. La deuxième chose qui, pour moi, est aussi un biais que je constate de la communication animale, c'est qu'en réalité, les animaux ne doivent pas être asservis à l'humain à travers la communication animale. Je vois trop souvent encore, toujours, des communicateurs qui utilisent ça pour influencer le comportement de l'animal. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Pour moi, on est dans une relation de cœur à cœur et d'âme à âme
Et pour moi, il y a un sens sacré à la communication animale intuitive. On ne peut pas l'utiliser pour, encore une fois de plus, manipuler les animaux pour servir les hommes. Et ça c'est pour moi inadmissible d'un point de vue éthique. Donc, il n'est pas question de dire à l'animal, il faut que tu arrêtes de courir après les voitures parce que ça arrange le propriétaire que vous le fassiez. D'abord, un, ça ne marchera pas. Et deux, ce qui est plutôt intéressant, c'est de dire à l'animal, explique-moi ce qui se passe pour toi quand tu cours après les voitures. Ça ne veut pas dire qu'il changera de comportement, mais ça veut dire qu'on aura compris pour quelles raisons il le fait. Et ça, c'est très complémentaire au métier de comportementaliste, par exemple, parce que le comportementaliste, il va essayer d'éteindre certains comportements qui sont des comportements non acceptables socialement, par exemple le chien qui court après les voitures ou les vélos, mais il n'a pas forcément la clé de compréhension de qu'est-ce qui se passe pour l'animal. Il peut faire des suppositions. Or, quand il a les deux aspects, c'est-à-dire à la fois sa connaissance en tant que comportementaliste et le point de vue de l'animal, là, il devient très performant parce qu'il va pouvoir proposer les bons outils pour pouvoir modifier le comportement. Mais pour moi, il n'est pas question non plus, comme j'ai eu entendu que ça se faisait, par exemple, d'aller encourager un cheval à gagner un grand prix en jouant sur sa loyauté vis-à-vis de son jockey. C'est plutôt intéressant de demander à l'animal, est-ce que tu te sens prêt à faire cette compétition ou pas? Donc, ça, c'est les dangers de la communication animale. L'autre danger pour moi qui est vraiment important et dont on parle peu, c'est de comprendre comment la communication est une histoire, non pas entre le communicateur ou l'interprète et l'animal, mais c'est une histoire à trois. C'est-à-dire qu'il faut, dans l'histoire, qu'il y ait toujours un propriétaire qui soit impliqué. Parce que, je reprends l'exemple, Elena, de votre chat. Si votre chat confie qu'il a certains besoins, mais que vous n'êtes pas parti pris dans cette histoire et que vous n'êtes pas intégré à cette histoire, au moment où je vais boucler mon téléphone ou Skype avec vous, le chat, il va rester avec toutes ses attentes. Et vous, si vous n'avez pas compris la nécessité de vous impliquer aussi dans les changements qui sont demandés, et parfois il faut que les deux changent pour que ça aille mieux, alors on va faire deux frustrés, à la fois un animal et à la fois un humain. Et ce qui est important en communication animale intuitive de comprendre, c'est qu'on est dans de la relation d'aide. Ça veut dire que moi, j'ai jamais un hérisson qui me téléphone pour me dire, vous savez, j'ai des difficultés à élever mes petits, il faudrait que vous m'aidiez. J'ai des propriétaires d'animaux domestiques qui sont en difficulté avec leurs propres animaux et qui ont besoin qu'on les aide. Parce que souvent, la communication animale intuitive intervient après beaucoup d'autres démarches, vétérinaires, éducateurs, comportementalistes. Les gens, ils en sont souvent un ras-le-bol et ils vont utiliser l'interprète animalier un peu comme dernier recours. Le problème, quand c'est comme ça, c'est que moi, je dois avoir, en tant qu'interprète animalier ou communicateur animal, je dois avoir une formation solide en relation d'aide. Ça veut dire qu'il faut pouvoir développer des compétences en écoute et savoir rejoindre l'autre là où il est. Et l'autre, ce n'est pas seulement l'animal, c'est aussi le propriétaire. Et trouver ensemble des solutions qui peuvent convenir. Je pense à un cheval, peut-être pour illustrer, je pense à un cheval dernièrement qui souhaitait vraiment changer d'endroit parce que l'endroit où il se trouve n'est pas confortable pour lui, il y a beaucoup de courants d'air, c'est bien sûr peut-être une grande stabulation et idéale d'un point de vue logistique, on dira, mais lui se sent moins bien que dans l'écurie où il était précédemment. La propriétaire me dit, pour garder mon cheval, je suis au chômage, et pour garder mon cheval, parce que je ne voulais pas le vendre, j'ai dû le changer d'écurie. Et je suis consciente qu'il n'est pas bien, c'est pour ça que je vous appelais, mais honnêtement, financièrement, je ne peux pas faire autrement. J'ai cherché et là, je peux me permettre de garder mon cheval. À partir de là, ce qu'on a regardé ensemble, alors vous allez me dire que ça semble tout bête, mais c'est tellement important. Moi, j'entends que la personne est en difficulté, je vais tenir compte de ses difficultés et on va chercher avec l'animal en direct, parce que quand je communique, je fais de la communication directe, c'est-à-dire la personne est là, l'animal est aussi virtuellement là et on fait un dialogue à trois. Je lui ai dit, et quelle est la solution que tu proposerais? Et l'animal dit, mais il faudrait couper ses courants d'air. Et la dame me dit, oui, mais moi, ce n'est pas ma cabane, je peux prier. Si vous preniez une couverture, ça, c'est dans vos moyens.
parce que ça implique surtout au printemps que dès qu'il fait un peu plus chaud, il faut quelqu'un qui enlève la couverture, sinon le cheval transpire. Et là, la dame, elle m'a dit, ah oui, c'est une bonne idée. Et puis, en fait, on est arrivé à trouver une solution qui n'est pas la solution idéale pour le cheval. Lui, il aimerait retourner dans l'ancienne écurie, mais qui va être une solution où le cheval, il a dit, OK, d'accord pour une couverture, et puis où la propriétaire, elle, pouvait s'offrir ce moyen intermédiaire-là. Donc, et là, je vous parle d'un cas, entre guillemets, bénin, mais il y a des histoires beaucoup plus difficiles, où il faut vraiment avoir des compétences dans la relation d'aide et l'écoute. Merci beaucoup, Fabienne, pour cet intéressant cas avec le cheval. Du coup, c'est pour qui la communication est le plus bénéfique, pour l'animal ou pour le propriétaire? Alors, je dirais qu'une communication animale qui est bien menée par un bon interprète animalier qui est formé de manière conséquente, et j'en profite pour dire que la formation, ce n'est pas 2 week-ends, ni un seul week-end, c'est une formation qui doit se faire sur plusieurs mois. Et chez moi, la formation que j'offre, elle est entre 16 et 18 mois. Si quelqu'un est bien formé, ça va être autant bénéfique pour le propriétaire qui va pouvoir changer des choses ou comprendre des choses qui émanent de lui et qui vont le faire grandir que pour l'animal. Communication animale intuitive, qu'est-ce qu'ils en pensent les éleveurs des animaux, les vétérinaires et les donc, professionnels de santé animale? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, aujourd'hui, je dirais que les choses bougent beaucoup plus qu'il y a 20 ans quand j'ai commencé, où j'étais plutôt vue un peu comme une originale qui entendait parler les animaux et puis qui racontait des choses. Enfin voilà. Je dirais que la communication animale en francophonie, je peux vous parler de la France, du Canada, de la Suisse et de la Belgique, est de plus en plus connue et de plus en plus d'éleveurs, d'éducateurs, de comportementalistes et de vétérinaires l'utilisent ou, à défaut de l'utiliser, disons, en parlent, disent que ça existe. Et dans un récent sondage que j'ai fait en Suisse il y a 1 année et demie à peu près auprès de vétérinaires, je participais à une assemblée générale de vétérinaires où je les informais de ce que l'école de la conscience, qui est donc l'école que j'ai créée, offrait comme formation pour des professionnels de la santé animale et pour les amis des animaux. Et en fait, on est arrivé à des chiffres assez intéressants. J'ai fait un petit sondage comme ça en disant sur la cinquantaine de vétérinaires présents, qui a déjà entendu parler de communication animale intuitive? Et là, ils étaient 48 sur 50. Ça veut dire qu'on est presque à 100%. Et j'ai reposé la question, une deuxième question en leur disant, OK, et sur ces 48 personnes, qui a déjà fait appel à la communication animale ou à des clients qui font appel à la communication animale? Et là, tenez-vous bien, il y avait 27 personnes. Donc, 27 professionnels de la santé avaient soit fait appel à un communicateur ou proposé un communicateur, soit avaient des clients qui faisaient déjà appel à des communicateurs animaliers. Et là, c'est quelque chose qui est reproductible en Suisse, en France, en Belgique et au Canada, parce qu'il y a des interprètes animaliers dans tous ces pays. Merci beaucoup, Fabienne. Dans vos livres, vous parlez de connexion entre les animaux et le monde végétal, minéral et les esprits de la nature. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus par rapport à ça? Oui, je parle dans mes livres et dans mes cours aussi que les animaux communiquent intuitivement, mais avec tout ce qui vit. Et que ce qui vit en fait dans notre environnement, c'est tout. Ça veut dire autant le monde minéral que le monde végétal, que ce qu'on appelle les esprits de la nature. Alors j'aime bien introduire la notion d'esprit de la nature parce que sous nos latitudes, donc je vis entre la Suisse et la France, je partage mon temps entre ces deux pays, et sous nos latitudes, en fait, les esprits de la nature, c'est plutôt le monde de Walt Disney. C'est réservé aux enfants, c'est réservé aux rêveurs, à des gens qui ont beaucoup de créativité. Et puis, la fée, c'est la fée Clochette, le nain, c'est les nains de Blanche-Neige. Enfin, on a une vision comme ça, très infantile, du monde des esprits de la nature. Alors que si vous allez en Europe, toujours dans des pays un peu plus au nord, Norvège, Suède, Finlande, Islande, et peut-être même en Russie, ça je connais moins. Oui. Voilà. Même chose. En fait,
grave. D'accord. Hmm. Parce que ça peut Alors que faire dans des les dégâts. pays du Nord, alors en Russie, d'accord. Oui, oui, oui. Alors que dans les pays du Nord, on travaille avec les esprits de la nature. On travaille C'est-à-dire que aussi. les esprits de la nature, d'accord. Alors les esprits de la nature qui ont vraiment un rôle, on va dire, énergétique, parce que pour l'instant, on ne sait pas les mentionner autrement, les, euh, leur donner une forme autre qu'une forme énergétique. En fait, ces formes énergétiques, les animaux les perçoivent très bien. Et les personnes qui ont des chats et qui vont entendre sont certainement confrontées souvent à leur chat qui regarde comme ça le plafond à gauche et à droite et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et souvent ça correspond à des journées très ensoleillées ou bien à un bouquet de fleurs que vous venez de mettre ou à vos plantes vertes que vous venez de baigner. Parce que les esprits de la nature sont très en lien avec le monde minéral, végétal et donc le monde animal. Et que ce soit les esprits de la nature, le monde animal, minéral et végétal, ils ont tous une cohésion entre eux et c'est cette cohésion que nous avons perdue. Parce que nous sommes aussi influencés par les esprits de la nature. La médecine chinoise en parle de manière un peu différente en parlant des éléments de la nature, mais les esprits de la nature sont rattachés aux éléments, à l'air, à la terre, à l'eau, au feu, à l'éther, et puis à des éléments bois et métal si je pense à la médecine chinoise. Donc, en fait, les esprits de la nature, ce n'est pas les histoires de Blanche-Neige et des Sept Nains ni de Walt Disney. C'est vraiment une histoire de cohérence énergétique et ils ont comme rôle d'harmoniser en fait la nature et tout ce qui vit. Et vous pouvez créer des jardins extraordinaires en utilisant les esprits de la nature. Et il y a une femme décédée aujourd'hui qui s'appelle Eileen Cady en Écosse qui a créé les jardins de Findhorn qui sont très très connus et qui étaient un peu les premiers jardins en permaculture dont on parle aujourd'hui. Mais elle a utilisé l'énergie des esprits de la nature pour demander à ces énergies-là, ces esprits-là, de veiller et de faire fructifier ses récoltes. Et elle a aujourd'hui un jardin de cocagne que tout le monde vient visiter et donne en exemple, dans un lieu pourtant très austère et où on ne donnait pas cher de ses plantations. Merci beaucoup, Fabien. C'est très intéressant. Du coup, si on est capable de communiquer avec les animaux, on est du coup capable de communiquer aussi avec les esprits de la nature, les plantes et les minéraux. Est-ce que c'est Tout vrai? à fait. Tout à fait, c'est tout à fait possible. On va utiliser, on va dire, d'autres fréquences et d'autres techniques que j'enseigne aussi à travers l'école de la conscience, parce que pour moi, c'est tout aussi intéressant de s'adresser au monde végétal, au monde minéral et aux esprits de la nature, puisqu'ils font partie d'un tout et aussi de comprendre parfois qu'est-ce qui peut effrayer un animal alors qu'il n'y a rien de probant qui lui permettrait d'avoir si peur. Et ça arrive en communication animale que certains animaux parlent de leur environnement et notamment des esprits de la nature qui habitent leur environnement. C'est aussi un moyen de soigner. Il y a des peuples qui utilisent les esprits de la nature et la force de ces énergies-là comme force guérisseuse et qui permettent de pouvoir amener d'autres énergies pour rééquilibrer l'humain en difficulté ou l'animal en difficulté. Donc voilà, c'est une manière de se reconnecter à tout ce qui vit. Merci beaucoup, Fabienne. Donc, du coup, c'est nécessaire de vraiment croire dans l'esprit de la nature pour les voir et les sentir. Et une autre question, peut-on inviter les esprits de la nature chez soi? Alors, on n'est pas obligé d'y croire. On peut aussi se dire que bah voilà, ça existe, on ne les voit pas. Certaines personnes, la plupart des gens ne voient pas les esprits de la nature, la plupart des gens peuvent les sentir, les palper en termes d'énergie. Mais on peut aussi ne rien avoir de tout ça et proposer à des petites fées du jardin de venir s'occuper du bouquet de fleurs que vous avez coupé. On est en pleine saison des tulipes et les amis qui passent chez moi à la maison s'étonnent toujours du temps que durent mes bouquets de tulipes avant de se faner. Et je dis toujours en riant, mais pourtant c'est bien ce que je fais. En fait, j'invite les fées de mon jardin à venir s'occuper des tulipes qui ont été coupées et qui peuvent renvoyer les esprits de la nature, les perçoit aussi parce que j'ai fait comme ça plusieurs essais avec ou sans esprit de la nature. Et si je lui pose le bouquet de tulipes devant elle
sans esprit de la nature et sans avoir invité des fées, bon, ben, c'est un bouquet de fleurs, ça l'intéresse très moyennement, hein, comme chien. Par contre, à partir du moment où je demande aux petites fées de s'installer, alors tout d'un coup, elle est fascinée par le bouquet et elle regarde des choses que nous ne voyons pas à l'œil nu, mais que eux peuvent percevoir. Merci beaucoup, Fabienne. Du coup, dites-moi, quelqu'un qui s'intéresse et qui a envie de devenir interprète animalier, comment il peut le faire? Quelles sont les démarches à faire? Alors, il peut le faire de plusieurs manières. Il peut aller sur la toile, trouver des cours, trouver des livres aussi, s'instruire, ou il peut choisir d'entrer dans une école, comme l'école de la conscience, et de suivre un parcours. À l'école de la conscience, il a deux possibilités de parcours. Soit un parcours qui s'adresse à des professionnels du monde animal, ça veut dire des gens qui sont en contact dans leur quotidien avec des animaux. Ce peut être des gardiens d'animaux, des éleveurs, des vétérinaires, des assistants vétérinaires, des toiletteurs, des bénévoles dans un refuge, mais des gens qui ont déjà une bonne base de connaissances animales et qui vont se professionnaliser, des ostéopathes aussi, pour pouvoir mieux utiliser la communication animale intuitive dans leur quotidien avec leurs animaux. Ou bien ça peut être des gens comme vous qui aimez les animaux et qui avaient envie de peut-être aussi des animaux sauvages, du coup, mais qui ne veulent pas forcément faire de la consultation et en faire un métier. D'accord, Ça, merci. c'est possible. Est-ce que cette école, elle est présente où? Elle est uniquement sur Internet ou il faut se déplacer? Est-ce qu'elle se trouve en France ou en Suisse ou en Belgique? Alors, c'est l'école qui se déplace. Donc, l'école de la conscience est présente en Suisse, en France, en Belgique, où je donne régulièrement, où mes collègues enseignants donnent aussi régulièrement un cycle de base, un cycle 1, qui est un cycle de 2 jours sur un week-end généralement, d'introduction à la communication animale intuitive et qui permet de s'orienter et de savoir si on a envie d'aller plus loin ou pas. Une grande partie des stages se fait en présentiel, une partie se fait comme nous le faisons ce soir en webinaire, hein, l'une et l'autre, mais je tiens à ce que ça se fasse en présentiel parce qu'on est dans de la relation d'aide. Ça veut dire qu'il faut que moi j'apprenne en tant que communicateur animalier ou interprète animalier comment il est possible de développer une certaine empathie, une écoute et parfois ma capacité à aller vers l'autre aussi physiquement, pour pouvoir ensuite le faire par l'intermédiaire d'un écran quand je consulte ou au téléphone. Donc, pour moi, la communication animale intuitive, c'est une histoire de communication avant toute chose. Et jusqu'à preuve du contraire, les humains, ils ont été créés pour communiquer de proche à proche les uns avec les autres. Alors, bien sûr, des technologies comme celles qu'on utilise ce soir sont extraordinaires et vraiment très, très pratiques. Mais pour apprendre à développer l'empathie, pour apprendre à développer notre sens humain, pour moi, ça ne doit pas faire partie de quelque chose d'entièrement virtuel. Et tant que je serai à la tête de cette école, je maintiendrai au fait de la présence. Vous pouvez trouver tout le programme très détaillé sur le site de l'École de la Conscience qui est www.écoledelaConscience.com, que je pense vous remettrez tout à l'heure dans le webinaire pour que les gens retrouvent. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire que de faire l'effort de se déplacer pour rencontrer aussi ses collègues, c'est aussi tisser des liens d'amitié, c'est aussi découvrir des nouvelles personnes. Et puis, depuis 16 ans que j'enseigne, il y a vraiment des belles amitiés qui se sont créées. Il y a des groupes que j'ai formés qui existent encore aujourd'hui, qui continuent à se rencontrer. Ça a été une belle aventure et épopée humaine depuis l'ouverture de cette école et je tiens à ce que ça le reste. Et ça tient au fait qu'on se rencontre. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette présentation. La dernière chose, quel conseil vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent? Alors, de quel ordre le conseil? Peu importe, le conseil, je ne sais pas si c'est par rapport à les animaux, je ne sais pas. Peu importe le conseil que vous Ok. pouvez donner pour les gens qui nous écoutent. Ben, moi, j'ai envie de dire que je ne sais pas si je dois conseiller les gens ou pas, mais j'ai peut-être envie de partager ce qui m'anime. Je crois que malgré mes 54 ans, ce qui habite toujours mon cœur, c'est
c'est mon cœur d'enfant, c'est-à-dire ma capacité à rester émerveillée chaque jour qui passe sur la beauté de la nature qui nous entoure. Alors j'ai la chance de vivre quand je suis en Suisse dans une très belle ferme loin de tout, mais en même temps proche de tout, où je vis entourée de mes animaux, des arbres. C'est une ferme en exploitation en agriculture biologique, où tout est très cohérent dans ce que je vis, ce que j'enseigne en termes aussi d'énergie et de présence animale, minérale, végétale et des esprits de la nature, il y en a tout plein, puisque je fais mon potager avec le RAID. Et je dirais juste de retrouver cette étincelle d'enfance, l'enfance au sens de l'étonnement, de la capacité à s'émerveiller, la capacité à voir les choses aussi sous un bel angle. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique et depuis quelques jours, voilà, les oiseaux chantent et on est bientôt au printemps, où le printemps arrive avant l'heure. Voilà, c'est cette capacité que je souhaite à toutes les personnes qui écouteront ce webinaire de retrouver. Parce que pour moi, c'est la clé, c'est le premier pas pour que le monde qui nous entoure soit baigné de lumière et éclairé par des choses catastrophisme, aux informations noires que l'on voit tout le temps à la télévision, mais de dire il y a des belles choses, notre terre est belle, tout n'est pas perdu, on n'est pas à la fin du monde, contrairement à ce que certains essayent de dire, mais le monde animal vient nous parler pour nous dire regarde autour de toi, retourne à la nature et retourne vers les vraies choses, les vraies valeurs. Et c'est plutôt dans ce sens-là que j'aimerais partager l'espoir d'un monde meilleur. Ce n'est pas les gouvernements et les politiques qui le créeront, c'est nous tous dans notre manière d'observer la nature et ce qui nous entoure. Et c'est le cadeau que les animaux nous font en nous offrant la possibilité de communiquer intuitivement avec eux. Merci beaucoup, Fabien, pour ces magnifiques conseils Merci à et vous. pour votre présentation de communication animale. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, merci, au revoir. Au revoir.